Doit-on en finir avec le NFP ou plutôt pourquoi faut-il en finir avec le nouveau Front populaire? On va répondre à cette question aujourd'hui avec Crise de Position Revue, aussi avec le graphique. Alors si vous ne connaissez pas le graphique, allez voir la playlist dédiée au graphique de Position Revue, donc sur la chaîne YouTube de Pas du Team. Ce graphique, c'est notamment Chris qui l'a développé et on a travaillé ensemble dessus depuis un bail pour essayer d'expliquer des choses. En gros, pour vous faire simple, vous avez un graphique qui, de bas en haut, classe les gens du plus dirigeant en haut au plus dirigé en bas, quoi. C'est est-ce que vous avez du pouvoir de direction dans l'appareil de production, et de gauche à droite, c'est vous êtes plus exploité, vous avez moins de capital et vous vivez votre travail à gauche, et tout à droite, vous êtes plus exploiteur et vous avez le plus de capital. Donc par exemple, si vous êtes tout en haut à droite, vous êtes un énorme exploiteur, un énorme dominant, vous êtes chef d'entreprise de plus de 10 salariés. Si vous êtes en bas à gauche, vous êtes salarié agricole, vous êtes ouvrier et vous n'avez aucun pouvoir décisionnaire et ni de capital ni rien. Et puis quand vous êtes salarié agricole, que vous êtes à la retraite, que vous avez pu acquérir une propriété, par exemple, bah là, vous vous retrouvez en bas et au milieu. Donc, vous n'avez toujours pas de pouvoir décisionnaire, mais vous avez un petit peu plus de capital accumulé dans la vie. Le but de ce graphique, c'est de pouvoir répartir les différentes catégories socio-professionnelles sur ce graphique et d'essayer de voir quelle tendance émerge, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense quand on est placé à tel ou tel endroit de l'appareil de production, parce que c'est justement ça, la pensée marxiste, la pensée matérialiste historique. On a déjà fait ça plein de fois, donc allez voir pour voir les tendances, par exemple aux européennes, aux législatives, qui vote quoi et pourquoi. Et là, on va le faire aujourd'hui pour essayer d'analyser la cohérence du nouveau Front populaire, c'est-à-dire qui vote nouveau Front populaire et est-ce que le nouveau Front populaire empêche ou non la gauche de gagner. Comment est-ce que le nouveau Front populaire peut évoluer dans les prochains mois, ou devrait évoluer selon nous dans les prochains mois. On accueille tout de suite Chris de Position qui va pouvoir nous parler de tout ça et qui a fait un diaporama pour pouvoir nous parler de tout ça. Comment ça va, Chris? Ben ça va super, ça va nickel. Comme tu as vu, j'ai un nouveau setup, comme on dit dans le monde du stream, non? C'est ça? J'étais upgradé grâce à la générosité de nos viewers. Il te manque plus qu'une carte graphique pour faire tourner ça, parce Donc que là, ça tu as une roule image qui et est là, on bonne. va faire un peu du graphique, ça faisait mais- longtemps. Et on va parler du sujet du NFP et de l'unité de la gauche. Parce que c'est un sujet qui revient, qui est un peu intéressant parce qu'il émerge un petit peu aussi là, en Allemagne, là, sur les élections allemandes. Donc on va essayer de parler de ça. Et on va en parler longtemps parce que 2025, il n'y a pas d'élection, mais très début 2026, en mars, il va y avoir les municipales. Donc on va se poser la question de l'intérêt de cette unité. Alors on va Ok. commencer, Ouais, on commence, on se met on y va. sur le S'il y a des graphique. questions, Hop, tu me les donnes, on j'essaie est d'y répondre. parti. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup là, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu nous as Alors, affiché? qu'est-ce que c'est? On n'a pas commencé par le graphique. Il y a un peu des surprises. Voilà. On va essayer de mettre en perspective avant d'aller voir comment les gens votent. Alors, avant d'aller voir les votes dans le graphique en fonction des classes sociales et des PCS, je voulais quand même vous montrer la dynamique électorale depuis plusieurs années. Alors, on va dire sur la période de confusion avant la moïsation. Donc depuis 2022, depuis 2002, les élections de 2002, c'est-à-dire la présidentielle de 2002, où Jean-Marie Le Pen est arrivé euh, au second tour. Alors tout en bas à gauche, Donc ce qui est juste j'aimerais bien faire un petit peu de rappel, parce qu'il y a des gens qui Vas-y, regardent des vas-y. fois et qui ne sont pas habitués. Donc quand tu dis pendant la période de confusion, avant la période de moïsation, c'est que nous on considère que après l'hégémonie du PS notamment, du PS et du RPR dans les années 70, 80, 90, vous allez avoir le néolibéralisme qui va rentrer en crise. Et donc, ces deux partis qui étaient les représentants du néolibéralisme, avec chacun leur coloration idéologique un petit peu différente, mais qui avaient des politiques néolibérales et qui faisaient en gros 60% des voix. Cette hégémonie du centre va rentrer en crise. Et
on va commencer à se dire, ben, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui peut remplacer ce centre? Et au fur et à mesure, du coup, on va avoir une période où on ne saura pas trop ce qui va remplacer ce centre. Les gens vont juste lutter contre ce centre. C'est ce qu'on appelle la période de confusion, où vous avez des discours. Par exemple, je sais pas moi, le discours de Marine Le Pen de 2012 est vraiment très là-dedans, où elle commence à taper sur le centre. Elle dit c'est l'UMPS, c'est pas bien. Elle fait semblant qu'elle est sociale alors qu'en fait elle n'est pas sociale, ou des choses comme ça. Donc vous avez toute une période comme ça. Et puis au fur et à mesure, ce centre va être tellement faible qu'il va s'unifier chez Macron. Parce que quand on fait 60%, on peut avoir deux partis, mais quand on en fait que 30, on ne peut plus avoir qu'un parti. Et puis au fur et à mesure, Macron va rentrer en crise et on va voir l'émergence de deux pôles. Le pôle d'extrême droite, Marine Le Pen, Zemmour, Ciotti, aujourd'hui, même Retailleau. Et puis le pôle de gauche, autour notamment de la France insoumise. C'est la mobilisation. Et ça revient d'ailleurs à ce qu'avait dit Mélenchon en 2012, je crois, quand il dit à la fin, ce sera eux ou Après nous. 2014, ouais. Ouais, et ben c'est exactement ça. C'est à la fin, ce sera l'extrême droite ou la gauche radicale. Et il va falloir choisir parce que le centre et le néolibéralisme est en crise. Et donc là, ce qui a fait crise, c'est qu'il nous a donné des données électorales à partir de 2002, où justement, on voit le début de cette période de confusion, parce que il n'y a plus une hégémonie qui est partagée entre le PS et le RPR, mais pour la première fois en 2002, le second tour, c'est l'extrême droite contre la droite. C'est-à-dire que le centre est rentré en crise et qu'on va avoir Chirac contre Le Pen. Et on voit que la crise du néolibéralisme est là à partir de 2002. Là, ça paraît évident sur le graphique. Enfin, sur le diapo. Tu peux continuer. Hein, c'est pour les gens qui ne connaissaient pas. Ouais, non, mais c'est que j'ai lagué. Mais donc, ouais, moi, ce que je vous ai montré, belle intro. Si on remonte avant 2002, on va trouver que des forces. Attends, juste, c'est gentil. on Avant va- Moïse, moïsation, c'est parce que Moïse sépare la mer Rouge en deux. Donc, c'est pour dire qu'on sépare Oui. le centre en deux. On sépare à l'extrême gauche et à la gauche radicale et à l'extrême droite. Donc, on sépare ce centre en deux. C'est juste cette métaphore d'utiliser Moïse, qui est un personnage historique, qui a En séparé la fait, mer Rouge en deux, quoi. C'est pas pour la fuite d'Égypte, hein, voilà. même si c'est un rapport. Non, c'est ça. C'est un truc qu'on avait conçu en discutant avec Padu sur la confusion. Vous savez, quand on était confus, il y avait des rouges, bruns, etc. Et on se disait, bah, ça, c'est une période de reconfiguration historique et politique. Et cette reconfiguration, elle va prendre fin. Elle doit prendre fin. Euh, et d'un côté, les gens vont se reformer un pôle vraiment brun sans rouge et un pôle vraiment rouge sans brun. Et c'est la moïsation parce que ça sépare en deux. Voilà, c'est une petite métaphore. Donc voilà, donc on reprend en janvier 2002 et donc je vous ai donc, on va le voir ensuite, je vous ai montré un petit peu, j'ai regroupé vraiment en très gros blocs, en macro blocs, les blocs de droite qui vont contenir la droite républicaine et l'extrême droite. Les blocs de gauche qui vont contenir, on va le voir ensuite, les blocs de rupture, la gauche radicale et puis la gauche un peu plus molle. Et puis vous avez vu une force, alors qui est intéressante, qui émerge en 2002, qui est l'abstention. L'abstention, en 2002 a été très très importante et c'est ce qui a fait que Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, le père Le Pen, est arrivé au second tour. Et puis vous avez aussi le bloc de gauche qui évolue. Ce qui va vous permettre de montrer aussi que, en fait, il y a quand même un effet dans ce truc-là. Quand on prend un peu ce recul-là et qu'on voit les rubans, vous voyez, il y a ce qui va apparaître, hein, on le sait, c'est vraiment la proportion du jaune qui va commencer à vraiment être très importante. C'est le centre, hein. Macron, etc. Vous voyez au milieu, là, dans la partie 2017, 2012, 2017, 2022. Et puis, vous allez aussi voir la partie de gauche qui, elle, se réduit. Parce que justement, il y a un vase communicant entre le jaune et le rouge. Ce qui est paradoxal, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la droite, finalement, quand on regroupe ça sous le bloc gauche et droite, on retrouve pas on voit pas une très très grosse évolution. Vous allez voir aussi pourquoi. Ce qui est vraiment décisif de ces dernières années, et on va le voir, c'est vraiment l'abstention qui devient vraiment massive en termes de, qui n'est pas un débouché, mais en termes de débouché électoral. Ce qui est intéressant, hein, vous le voyez, donc qu'est-ce qu'on a? On a en chronologie, on a les périodes, les moments électoraux, donc on a toutes les présidentielles, et puis on va avoir sur la dernière période les deux législatives où il y avait la NUPES et le NFP, plus les Quelqu'un qui dit qu'il n'y a européennes. pas l'abstention dessus, mais si, l'abstention, c'est le. Si, l'abstention, c'est le gris.
C'est le gris, ouais. C'est le gris. Donc en jaune, vous avez le centre. Moi, je vous montre un petit peu la légende. Vous avez le bloc de gauche en rouge, le bloc de l'abstention en gris et le bloc bleu, c'est la droite. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez quand même, en fait, la gauche est assez faible. Et ce qui est vraiment significatif, c'est vraiment l'abstention qui est vraiment la masse politique qui devient vraiment hégémonique sur ces dernières périodes. Donc, ça va vous permettre, et ça, c'est le nombre de votants hein, dans les blocs. Donc, ça, on sait, à la fin, vous avez tous les gens. Alors, j'aurais pu mettre les votes blancs, les votes machin, mais c'est très, très peu. Et vous voyez, en fait, ça, c'est la masse électorale. Hein. Voilà, tous les gens se répartissent là-dedans, soit dans un bloc de gauche, soit dans un bloc de droite, soit dans un bloc, dans un bloc abstention ou dans un bloc central. Donc, à l'intérieur de ça, il y a quand même des tendances. Alors, ce qu'on va voir, par exemple, dans le bloc de droite, si je le sélectionne, hop. Les gens disent c'est les chiffres du premier tour. Et donc, oui. De quoi? Les gens demandent si c'est les chiffres du premier tour. C'est le premier tour. tour. Les chiffres du premier tour, sinon il n'y aurait pas 4. Du premier tour. Sinon, on ne peut pas regrouper en bloc et on ne voit pas vraiment toutes les tendances. Alors, ce que vous voyez, par exemple, dans le bloc de droite, on va zoomer. Hop, je pense que vous allez voir. Tac. Donc, ce qui s'est passé à l'intérieur du bloc de droite, donc là, on est rentré un peu plus dans le détail. On a zoomé sur notre bloc de droite, notre gros ruban bleu. Et puis, on a essayé de montrer à l'intérieur de ce bloc les tendances. Et dans le bloc de droite, en fait, il y a les Républicains, ce qu'on appelait l'UMP, LR aujourd'hui, et puis l'extrême droite, le FN, jusqu'à 2018, et désormais le RN. Et le chat en plus était là en mode oui, où est la droite justement, et là vous voyez où est l'extrême droite plutôt. Il disait où est l'extrême droite dans le bloc de droite, et là on le voit bien, l'extrême droite c'est le bleu foncé quoi. Bleu marine. Et vous voyez ce qui est intéressant quand on regardait tout à l'heure le ruban bleu, il grossit pas tellement. Par contre, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est que sur les... Donc là, on est en 2025. Sur les 23 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à l'intérieur du ruban de droite générale, l'extrême droite et les idées d'extrême droite et le débouché d'extrême droite a complètement inversé la tendance par rapport à la droite républicaine. Vous voyez? Donc, quand on voit qu'il y a une extrême droitisation de la société, c'est un peu un leurre. Parce qu'en fait, c'est vraiment, il y a une extrême droitisation de la bloc de droite. Et donc, on voit justement, en 2002, il commence à être un petit peu assez puissant. Et puis en 2007, il reflue un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet Sarkozy et son effet raciste, qui a pompé énormément d'idées à Le Pen, etc. Mais on voit ensuite que l'échec de Sarkozy, le fait qu'il n'ait pas mis en place le pacte raciste tel que l'aurait voulu l'extrême droite, parce qu'il est rentré dans du néolibéralisme, fait que la droite commence à péricliter jusqu'à n'exister quasiment plus. Hein. Vous voyez la fin du ruban, c'est vraiment des gens totalement marginaux aujourd'hui et qui sont destinés à faire des alliances, comme Ciotti a fait aux dernières élections en juillet 2024. Donc ça, déjà, c'est intéressant pour vous. Faut que vous voyez quand même un truc intéressant quand on parlait tout à l'heure du début de la période de confusion en 2002. C'est pour ça que Sarkozy, là, on a l'impression que ça va à l'encontre de ce que je raconte. Mais s'il est gros, c'est parce qu'il va bouffer sur les idées du Rassemblement national. Et c'est justement ça qui prouve que c'est le début de la période de crise du néolibéralisme, parce qu'il suffit plus d'être néolibéral à l'ancienne, un peu centriste. Pour bouffer, et c'est pareil pour Hollande. Hollande de 2012 va faire la même en disant mon ennemi c'est la finance, alors que son ennemi c'est pas la finance. Chacun doit aller bouffer sur sa gauche. Pourquoi? Parce que ça empêche la moïsation, ça empêche l'émergence d'une extrême droite et d'une gauche radicale, que ces partis de centre fassent semblant d'être en fait plus extrémistes qu'ils ne le sont, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça que ça paraît que la droite républicaine paraît grosse en 2007, alors qu'en fait elle est grosse sur des idées qui ne sont pas tant les siennes que ça, quoi. Exactement. Il y a une espèce de... Voilà, 2002 est un choc pour la droite. Vous voyez, hein, 2002 est un choc pour la droite. La tendance d'extrême droite, dont Jean-Marie Le Pen et Chirac se rapprochent. Hein, on voit le nombre de votants est assez proche. Donc on a pour rentrer dans le détail,
à peu près 20% pour la droite, puis 14% pour l'extrême droite. Euh, et, euh, et ensuite, bah, justement, Sarkozy pompe de l'électorat sur l'extrême droite et fait remonter le bloc bleu républicain par rapport au bloc d'extrême droite. Mais en fait, ça va être un feu de paille parce que la dynamique générale, ça reste l'extrême droitisation des gens de droite. Voilà. Donc ça, c'est Yes. intéressant juste pour vous montrer un petit peu la dynamique. Parce qu'en fait, ensuite, quand on revient dans les blocs généraux, hein, bloc droite-gauche, en fait, on se rend compte qu'il y a une droitisation assez standard. Les gens qui votent à droite vont se déplacer à l'extrême droite, mais le bloc de droite est assez semblable. On va avoir la même chose dans le bloc de gauche. On va avoir la même chose dans le bloc de gauche. Attention. Tiens, les matérialistes, quand même, ils font ça de la soirée. Les marxistes, ils se disent, vas-y, je vais faire une analyse de ça. Il a tous les graphiques, tu peux zoomer dessus et tout. C'est un truc de ouf, quand même. Voilà. Donc, ce qu'on va voir ici, ce qui est très intéressant, donc on a les mêmes dynamiques à l'intérieur de lutte hein, dans la gauche. Donc on voit donc en 2002 ce bloc-là de gauche démocrate, PS, plus d'autres petits partis, etc., se retrouve divisé et n'est pas au second tour, mais il pèse quand même de manière très importante. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez 7%, 7,5%. Alors, c'est pas les scores à la présidentielle, parce que moi, du coup, je recalcule les pourcentages par rapport en incluant l'abstention. Donc, vous voyez, si vous avez 50% d'abstention, mais que Macron a fait 50 au deuxième tour, en fait, dans le graphique, vous allez voir 25, quoi. Ouais. Donc là, voilà. Donc, on a un bloc démocrate qui est à 17. Et regardez, à l'époque, donc on n'a pas de bloc de... Très peu, on a le bloc de rupture. Là, j'ai mis le PCF pour des raisons qu'on va voir ensuite. Et puis on a un bloc révolutionnaire, très impressionnant. Alors là, c'est 7,5% dans l'expression, mais c'était 10%, plus de 10%, c'était tous les partis de trotskistes. Et les partis trotskistes, l'addition des partis trotskistes a fait près de 10% en 2002 au premier tour de la présidentielle. Et ça, c'est vraiment un phénomène assez incroyable. Alors, pour info, pour les plus jeunes d'entre vous, il y avait 3 partis trotskistes qui se sont présentés. Il y avait donc La LCR. Attends, je devine parce que moi, la je suis jeune. LC. La Vas-y, LCR, vas-y. LO. Et Et attends, le il y a un dernier, troisième parti trotskiste. La LCR, LO, je sais pas. Les et chevènements, mais c'est pas c'était. trotskiste. Non, c'était Daniel Gluckstein ou Gérard Chivardi, c'était le PT, le Parti des travailleurs, devenu ensuite POI. Il y a eu ensuite une scission Ah, POI, POID, et maintenant redevenu Parti des travailleurs. Voilà, c'était le troisième. d'accord. Et c'était Gluckstein, je crois. Je crois que c'était Gluckstein ou... Non, Chivardi, ça devait être en 2007. Ouais. Voilà, à vérifier. Ouais. Ne prenez jamais ce que je dis moi. Prenez tout pour vérité incarnée, révélée quand c'est le graphique, mais quand c'est moi, vous pouvez douter. Hein, je ne suis qu'un humain. Donc, vous voyez, et ça, c'est quelque chose, juste pour l'anecdote, c'est quelque chose dont Mélenchon parle souvent. Ça l'a vraiment, ça l'a vraiment fait halluciner quand il n'y a pas eu de. Lui qui était au PS et que Jospin n'est pas arrivé au second tour, c'était une catastrophe hein, chez eux. Et de voir 10% les partis trotskistes, il s'est toujours dit, mais il n'y a pas 10% de gens qui sont trotskistes en France, quoi. Il n'y a pas 10% d'électeurs qui sont trotskistes en France et qui représenteraient, vous voyez, donc dans l'échelle, près de 5 millions d'électeurs, quoi. Donc ça, c'est vraiment le début aussi d'une longue période. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Le ruban. Donc, le ruban, donc 2007, il y a le sursaut, hein, un peu républicain, on va dire le dernier souffle de l'avant-moïsation et de l'avant-confusion. Donc, on a Ségolène Royal en 2007 qui va perdre. 2012, là, c'est la victoire de Hollande. Et regardez, alors là, c'est encore plus violent que la droite de tout à l'heure de Sarkozy. Là, vraiment, Hollande a tué son espace. A tué son espace de gauche. Et on va le voir ensuite, on va voir comment ça s'est réparti. Et il a commencé à faire émerger, donc 2012, un espace de rupture. Hein. Vous voyez, l'espace de rupture, là, j'avais mis que le PCF, qui se présentait tout seul.
Et puis ensuite, je l'ai fait grossir comme ça en agitant le front de gauche. Ça me paraît plus pertinent parce que le PCF a un peu quand même gardé sa ligne pendant cette période-là. Et en 2012, il se présente avec le parti de gauche de Mélenchon et il commence à faire croître une nouvelle ligne qui va justement, à partir de 2017, comme on a vu un peu l'extrême droite prendre le pas sur la droite, on va voir aussi le parti central, la gauche molle de Hollande, se faire doubler par Mélenchon. Est-ce que tu veux dire un commentaire là-dessus, Padu? Est-ce que c'est clair? Non, mais là on voit bien la moïsation avec la montée du coup d'une d'une gauche radicale, et puis avant on avait aussi l'extrême droite qui montait. Donc là on voit vraiment sur ces graphiques ce qu'on appelle la moïsation. La moïsation, c'est que là le ruban rouge foncé il devient de plus en plus gros, alors que le ruban rouge clair se déplace vers la gauche, comme tout à l'heure dans le bloc droite, ça se déplace vers l'extrême droite. Voilà. Il y a des petits sursauts, on va le voir. Mais on voit quand même que l'hégémonie de la gauche de rupture, moi je l'ai appelé bloc rupture, par rapport à la gauche démocrate, là, qui est PS, Place Publique et tout, a quand même du mal à prendre autant d'importance que l'extrême droite. Et reste encore un petit peu à la traîne, parce qu'il y a encore un peu des sursauts justement de ce bloc-là, surtout sur des élections intermédiaires. Et là on voit juin 2024, donc ça c'est les européennes. Vous savez que aux européennes, ce bloc-là, le PS a été devant Manon Aubry de l'AFI, et donc on voit une petite inversion sur juin 2024. Ensuite, effectivement, on revoit la gauche de rupture, parce que c'est quand même le programme de l'avenir en commun en général, quand il y a la NUPES. Ouais. Ça, c'est critiquable que tu mettes comme gauche de rupture le NFP, non? Ouais, alors je le mets comme ça parce que c'est quand même le lead de l'AFI. Ça se critique. Je trouverais ça encore pire de le mettre dans la ligne, tu vois, sachant qu'on sait qu'en plus Glucksmann est l'aile, et on va dire l'aile droite du PS qui veut justement qui veut reprendre le lead de ce ruban rose-brun là, rose clair. Eux justement s'opposent au NFP. Voilà. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous pouvez remarquer. Je ne sais pas s'il y a des questions, hein, c'est peut-être pas très clair. Non. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si tu utilises un pointeur là ou pas. Enfin, tu as une. Ouais, je passe dessus. Si tu veux, peut-être pas le faire. Ah si, passe dessus parce que c'est qu'on le voyait pas. Enfin, quand tu pointes un truc, quand t'en parles, c'est bien que tu le montres parce que comme ça, je pense que les gens ils voient mieux. Okay. Donc ça, juillet, hein, c'est le dernier, c'est le NFP. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous allez voir. Il y a plein de questions, désolé, c'est que moi je dis pas toutes les questions. Ouais. NUPES, NFP, la ligne c'est bien recentré, non? Alors la ligne, je pense pas qu'elle soit recentrée, par contre il y a peut-être il y a une crise au sein du NFP, mais ça on va en parler. Pourquoi parler de rupture quand on les a vus mendier une alliance avec tout ce qui fait de plus nocif à gauche depuis 3 ans? C'est pas de réponse, Chris? De qui on parle? Du NFP. De qui on parle? De l'AFI? Du NFP, je pense. Pourquoi parler de gauche de rupture? Ouais, je pense que c'est parce que c'est sur le programme de la je l'ai mis parce que le programme, parce que c'est, même si le programme effectivement de l'avenir en commun il s'est recentré, c'est que c'est quand même la base programmatique de l'AFI qui était dans la NUPES et dans le NFP. Je suis d'accord, ça se discute, il n'y a pas de problème. Mais ça me paraissait encore pire de la mettre dans la gauche type Hollande et Glucksmann, sachant que eux sont contre le NFP. Enfin, même si Hollande s'est fait élire, on sait très bien qu'il ne veut pas de cette union-là à terme. Voilà. Donc clairement, je l'ai mis là parce qu'il y a un leadership de l'AFI. Effectivement, on aurait presque pu le mettre dans un troisième axe, ni rupture, ni gauche démocrate molle, mais dans, je sais pas, gauche unitaire, j'en sais rien. Ça s'interroge, je suis d'accord. Et les poids, il y a des gens qui disent pourquoi où est ELV? ELV, j'imagine, il est dans le ruban. Ouais, ELV est dans le courant démocrate. Dans le rose, là, dans le rouge clair. Voilà, dans le rose clair. Voilà. Donc, par exemple, je vais zoomer. Je vais vous montrer là. Par exemple, donc, en avril 2022, ici, vous avez donc l'AFI et le PCF. Dans le rouge, ici. Et dans le rose, là, vous avez le PS et ELV. Voilà. J'ai essayé, j'ai mis le PCF dedans parce que je les mets dans la
continuité. Donc j'ai mis le PCF ici pour vous montrer justement, parce qu'il y a quand même une base programmatique commune entre le programme du PCF, même si il y a des choses bien plus à gauche dans le programme du PCF que dans la FI. Puis voilà, faut ça s'interroger, mais il y a quand même une dynamique depuis le front de gauche. Donc ici, vous avez toujours dans le rouge foncé le PCF et la FI. Par contre, vous avez les verts qui ont longtemps été alliés avec le PS, les verts et le PS ici dans le ruban rose. Voilà. Donc ici, quand vous avez ici, là vous avez place publique plus les verts de Marie Toussaint. Ça répond à la question. J'ai vu une question sur c'est quoi le poids. Le poids, c'est le nombre d'électeurs. Voilà. Donc la taille des blocs, là, la taille de l'épaisseur dans la colonne, c'est le nombre d'électeurs. En intégrant l'abstention, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui fait que quand tu fais 22%, tu fais pas 22%, parce qu'en fait, il y a 80% de gens qui votent, donc tu fais genre 18% par exemple. Ici, si tu veux, en fait, quand on affiche ici, ça vous donne le poids en pourcentage dans le total. Et ici, par contre, voilà, vous avez le poids, enfin, ça vous donne le poids en pourcentage. Ok, très bien, ouais. Ok. J'ai toujours pas compris pourquoi c'était un live sur le NFP du coup. Je vais vous montrer, quand même, ce qui est important. Moi, un des premiers trucs qu'on fait avant de voir qui vote, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est de vous montrer quand même... Le propriétaire demande le plus important, où est l'UPR? Ah oui. Ils sont dans l'épaisseur du trait, comme on dit. Donc je reviens à ce que je disais. Je vais quand même vous inviter à... Alors, je sais pas si je peux zoomer, je crois. Hop. Attends, je peux faire ça. Non, je sais pas. Hop. Non, ça va pas marcher. Si, ça va marcher. Hop. Ici. On va zoomer. Je vais vous zoomer ici. Hop, ça marche, là, c'est pas mal. Quand même, sur les dernières élections, pour vous montrer quand même une chose qui est importante avant de voir qui, c'est la dynamique ou non d'unité de la gauche. Est-ce que le fait que la gauche se regroupe, ça fait augmenter ses voix ou pas? C'est quand même une question importante, Padu. De montrer ce qu'on nous vend, c'est soi-disant que la gauche, quand elle est unitaire, c'est fort et que ça va nous permettre de gagner, etc. Et donc, on va tous se regrouper. Moi, je suis d'accord parce que je milite depuis 15 ans pour Gérard Filoche, donc je suis vraiment unitaire. Moi. et on va voir que, en fait, déjà, premier truc, vous allez voir, avant de voir comment ça se compose et pourquoi il n'y a pas cet effet-là, en fait, il n'y a aucun effet de masse de l'unité de la gauche. Ici, vous le voyez, par exemple, sur juin 2022, donc c'est les législatives, la NUPES, donc il y a une abstention massive, on est d'accord. Donc ça, vous avez le nombre de votants ici. La gauche réunie fait 7 500 000 voix, alors qu'en avril, le bloc de gauche, avec ses disparités, il y avait la FI, il y avait le PS, faisait 11 millions de voix. Voilà. Donc, effectivement, on va dire, oui, c'est l'effet de l'abstention et les gens s'abstiennent. Oui, mais ils vont s'abstenir beaucoup plus à gauche. En juin 2024, aux européennes, pareil, quand on additionne, on a 8 millions une personnes qui vont voter pour les partis de gauche, donc les 4 partis. On se retrouve dans une législative anticipée, la dissolution, etc. Est-ce qu'il y a eu un effet? Non, en fait, il n'y a pas un effet de surmobilisation de la gauche. Ils ont recapté, effectivement, quasiment 2 millions de voix, mais parce que tous les électeurs se sont déplacés plus. Mais si on regarde bien, par rapport à leur point initial, ils ont beaucoup moins gagné que ce qu'a pu gagner le bloc du centre, qui lui est passé, qui a presque doublé, qui a presque augmenté de 80%. Et ils ont moins gagné que le bloc de droite, qui lui a augmenté de près de 30%, quand la gauche n'a augmenté près que de 20%. Donc, non seulement il n'y a pas d'effet de l'unité de la gauche, voilà, on le voit, c'est très très faible, c'est-à-dire qu'il manque des voix, et en plus, elle n'a pas l'effet, elle est en retard en termes de dynamique par rapport aux autres blocs. Donc l'union de la gauche ne maximise pas le ruban rouge en général. Donc l'union de la gauche ne sert pas à faire que la gauche soit forte. Ça va simplement faire en sorte que
le fait qu'elle soit pas éparpillée, elle puisse avoir une stratégie défensive. Mais elle est incapable de gagner face à un bloc, dans des dynamiques de droite et de gauche. Voilà. Enfin, Mais il y a Matt de Bird qui dit l'union n'a pas d'impact sur le nombre d'électeurs, mais sur le nombre d'élus, notamment aux législatives. Voilà, aux législatives, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça évite d'avoir des deuxième tours entre peut-être le centre et le RN. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, ça n'a pas d'effet sur les déplacements de gens à gauche. Parce que ça n'a assez peu de cohérence. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est l'unité. Donc c'est quelque chose de très défensif, ça va empêcher l'extrême droite, ça va empêcher le centre, mais on voit bien que ça reste une gauche qui est très faible, mais qui est, on va dire, arc-boutée sur elle-même. Donc l'idée même que le bloc de gauche se renforcerait, gagnerait des voix par son unité, ça c'est totalement faux. Par contre, effectivement, le fait d'être unitaire, ça lui permet d'atteindre tout de suite les 20%, ce qui est plus difficile. Même si on l'a vu que c'était possible, hein, Mélenchon a fait presque 20 en 2017 et il a fait 22 en 2022. Donc, et vous le voyez, hein, le bloc, ici, vous avez 10 millions d'électeurs dans le ruban, dans le bloc de gauche en juillet 2024. Il faut savoir que Mélenchon, en 2022, il fait déjà presque 8 millions tout seul. Voilà. Donc déjà, premier truc, non, en fait... allié n'a pas d'effet, on va dire, massif à gauche, ne déplace pas des gens, et surtout, clairement, ne fait pas déplacer ce bloc-là vers la gauche, qui est le bloc le plus important, qui est le bloc de l'abstention. Vous voyez, hein, je reviens sur ce qu'on disait, ça reste le phénomène dans lequel on n'est pas sorti des dernières années. C'est vraiment que et ça touche tout le monde, hein. Ça touche même l'extrême droite, ça touche même le centre à terme, etc. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment le débouché principal politique. C'est la conclusion politique de ces dernières années, c'est de dire, et on va le voir ensuite dans le graphique, il n'y a pas de... Les gens ne croient plus en la politique. Voilà. Et qu'ils soient d'extrême droite, du centre, de la gauche, ils ne croient plus en la politique. Donc, la question n'est pas... L'unité ne répond pas à cette question. L'unité de la gauche ne répond pas à cette question. T'es sûr que les gens de l'abstention qui ont hésité ou qui sont sortis de l'abstention pour voter Mélenchon, quand Mélenchon s'allie avec Hollande, ils sortent plus de l'abstention, t'es sûr de ça? De quoi? J'ai pas compris. T'es sûr que faire une alliance avec Hollande, ça fait pas sortir les gens de l'abstention? Moi, je pensais que ça faisait sortir les gens de l'abstention. On peut se poser la question, on va demander au graphique d'y répondre. Voilà, on va demander au graphique d'y répondre. Est-ce que ça va pour les dynamiques électorales? C'était quand même important de se rendre compte un petit peu de ce que ça donne, les dynamiques, etc. Vous voyez, hein, aujourd'hui, on voit, hein, par exemple, si vous voulez, pour finir là-dessus, un des sujets qui fait que la gauche, alors je pense qu'ici dans le chat, personne ne considère que c'était la gauche rétrospectivement, mais était forte, 2007-2012, était au second tour, voire a gagné en 2012, c'est parce qu'en fait le centre était faible. Alors là, on a eu un petit effet presque au deuxième tour de Bayrou en 2007. Ici, il a été beaucoup plus faible. Et puis une partie de l'électorat Hollande de ce bloc-là est partie chez Macron et l'a fait gonfler. Et aujourd'hui, on voit en fait la gauche est faible parce qu'il y a encore effectivement beaucoup d'abstention et aussi parce qu'il y a encore un bloc central qui est encore assez fort, qui n'est pas encore assez moïsé. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit: je ne vois pas pourquoi en mai 2022 la droite perd autant. Parce que la droite a aussi beaucoup de votes dans l'abstention, l'extrême droite notamment. Ici là, en fait, c'est parce qu'en fait aux législatives de juin 2022, tout le monde s'abstient. Les gens n'ont rien à foutre. Les gens n'ont rien à foutre des législatives en juin 2022. Donc NUPES, pas NUPES, droite ou pas. Et vous voyez, hein, beaucoup se sont abstenus dans l'extrême droite. Hein. Je peux revenir aux dynamiques plus fines. Si vous voyez, hop là. Alors, il faut que je clique sur le ruban. M'énerve Power BI à faire ça. Non, il faut que je clique là-dedans. Je vous dis aux dynamiques plus fines. Vous voyez, quand on regarde plus finement, vous voyez la masse de gens qui ont voté pour Marine Le Pen en premier tour 2022 est quasiment divisée de 23 à 11
plus de la moitié, parce que même les électeurs d'extrême droite en ont rien à foutre des législatives à ce moment-là. Ce qui permet à la NUPES aussi d'être aussi forte. Il n'y a pas cet effet-là. Si je prends la gauche de rupture, alors on va le mettre. Attendez, on va le mettre là. On va mettre la gauche. Tac. Si on regarde la gauche de rupture, effectivement, en 2022, entre Mélenchon, il y a aussi une grosse perte, mais du coup, le fait de s'allier entre les partis fait que cette perte est moins importante que ce qu'a perdu l'extrême droite. Ce qui n'a pas été le cas en 2024 aux législatives. Là, le bloc d'extrême droite, je vais prendre juste les blocs gauche et droite, plus sympa. Hop. Vous voyez, donc ici on a une gauche de rupture et une gauche mollassonne là, qui font 9 et 6 en poids, donc 15, et qui feront 18. Et là, vous voyez, on a un bloc qui fait 18 et qui fera 22, quoi. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment passés de l'un à l'autre, sont quasiment d'alliance, en fait, à part Ciotti. Mais vous voyez, là, ils ont vraiment gardé la masse de l'extrême droite, ce qui n'était pas le cas en juin 2022. Ce qui a permis, vous voyez, l'abstention énorme même chez les gens d'extrême droite, en fait, en juin 2022, a permis justement le fait que la NUPES soit passée devant le RN au résultat des législatives de 2022. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'abstention. C'est là où on retombe sur le graphique. Oui, effectivement, dans les abstentionnistes, il ne faut pas croire, comme croit Bad Mulch, que les abstentionnistes sont tous des gens de gauche, quoi. Non, quand l'abstention... Il croit ça, Bad Mulch ? Bah oui, je t'invite à regarder sa série. Donc, quand l'abstention repart, quand la participation repart, ça fait repartir tous les blocs de manière cohérente. Donc, affronter l'abstention, c'est aussi affronter le débouché politique. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie d'aller capter de l'abstention si vous vous opposez pas à vos adversaires politiques. Ça n'existe pas, ça. Vous ne pouvez pas capter des abstentionnistes. Les abstentionnistes ne sont pas des gens neutres qu'on fait adhérer à un bloc. Ils ont déjà des idées politiques en fonction de leur classe et tout. C'est ce qu'on va voir dans le graphique. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Ouais, moi je suis d'accord là-dessus. Après, moi je connais. C'est intéressant. Déjà, ouais, carrément, c'est intéressant. Mais comme je te dis, moi, comme je connais déjà, je sais pas, tu vois, à quel point les gens, c'est nouveau pour eux. C'est toujours aussi un peu le truc. Et pour ceux qui connaissent déjà, peut-être que ça paraît des redites, mais c'est toujours des redites qui sont bonnes à faire et qui peuvent vous permettre aussi ça, c'est des vidéos qui peuvent convaincre aussi des gens qui sont un peu zététiciens, un peu machin, qui s'intéressent aux données, qui pensent qu'il faut être objectif, neutre, machin. Bah, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que c'est des vidéos où on montre par A plus B les dynamiques en cours et c'est pas des vidéos où on est là en mode let's go faire la révolution, quoi. Même si c'est peut-être qu'on va découvrir grâce au graphique, on va voir que la vérité est révolutionnaire. Alors il faut que tu décrives là, quand tu décris les couleurs, parce qu'on lit mal sur l'écran, tu nous diras. Ah, vous voyez mal Non, mais moi je vois, mais comme j'ai pas le. En fait, le mieux c'est que j'ai ton truc, parce que en fait là c'est une capture d'écran de Discord et c'est pas très joli, donc on arrive à lire mais vite fait, quoi. Donc quand tu dis bah tiens par exemple en rouge bordeaux là, il y a Jean-Luc Mélenchon et puis tu montres avec ton curseur. Ok. Donc ici vous avez donc le graphique. Alors comme on l'avait dit, est-ce que tu veux qu'on remette un peu les PCS avant ? Non, les gens iront voir sur la playlist du graphique. On a déjà expliqué. Voilà. En gros, vous avez des catégories socio-professionnelles foutues sur un graphique. Je vous dis, plus vous êtes à gauche, plus vous êtes exploité, plus vous êtes à droite, plus vous êtes capital, plus vous êtes en haut, plus vous avez cette dirigeant, plus vous êtes en bas, moins vous êtes dirigeant. Et là, donc du coup, on va pouvoir voir où se trouvent sur ce graphique les différents votes. Et l'intérêt de tout ça, c'est de se dire, si des gens sont... si un vote est plus à droite, par exemple la Valérie Pécresse qui est toute à droite en vert, le rond vert là, et c'est des gens qui ont beaucoup de capital qui votent Valérie Pécresse, alors que tout en bas, tout à gauche, là, tout en bas à gauche, Philippe Poutou, c'est des gens qui ont plus, qui vivent pas trop de leur capital. Salariés. PCS, c'est catégorie socio-professionnelle, c'est une nomenclature de l'INSEE. Donc ici, vous allez avoir plutôt les classes du prolétariat, voilà.
Vous allez avoir beaucoup de gens qui sont salariés avec des salaires plutôt bas, etc. Et puis des postes subalternes, hein, ouvriers, exécutants, employés. Ici, vous allez avoir des gens qui sont centraux, qui ont un peu de capital, mais qui sont très bien placés dans la société, cadres supérieurs, etc. Et ici, vous allez avoir, des gens qui sont des secondaires dans la société, mais qui ont du capital, qui vont peut-être être les retraités. Et puis ici, vous allez avoir les gens qui ont et du capital et qui sont supérieurs à les chefs d'entreprise, etc. Donc, si vous regardez ici, l'axe, vous avez prolétariat, bourgeoisie. Et puis ici, vous avez la petite bourgeoisie. Et puis, si vous regardez que sur l'axe, vous avez ici, on va dire les sachants. et là, vous avez les exécutants. Voilà. Et c'est pas un jugement, enfin, c'est un jugement que la société fait, hein, c'est un jugement de fait-valeur, mais on essaye de reproduire exactement la façon dont la société, telle qu'on la connaît, considère les gens. C'est pas notre vision à nous. Donc, C'est quoi la source du graphique? Ils disent la source, c'est... Alors, la source, oui. Il y a plusieurs sources. Sur les PCS, en fait, sur l'axe vertical, le fait de... C'est peut-être mieux de montrer les PCS, hein, on n'a pas pour longtemps. Hein. On va faire comme ça, regarde, hop. Oh là là, il se la joue, il fait joujou avec son truc, quoi. De quoi? Tu fais joujou avec ton outil, là. On va essayer. Tac. La source, donc, c'est artisanal. Quelqu'un demande si c'est artisanal. Oui, c'est artisanal. Non, c'est pas artisanal. C'est des données. C'est artisanal à partir de données, mais oui. C'est la source. Tu l'as fait artisanalement à partir de données qui existent. Voilà un peu les PCS. Donc on va pouvoir, vous pouvez voir. Donc ça, c'est toutes les PCS, c'est toutes les catégories socio-professionnelles. Vous voyez, vous avez les chefs d'entreprise, les ouvriers qualifiés de type artisanal. Ici, vous avez tout ce qui est les retraités, parce que vous avez les anciens ouvriers, anciennes professions intermédiaires, anciens agriculteurs, anciens cadres. Et puis ici, vous avez toutes les professions intermédiaires. Ici, vous avez les cadres. Comment ça a été classé, toutes ces PCS? Donc, il y a deux axes. Ici, en fait, l'axe vertical, ça va plutôt croiser deux choses. C'est-à-dire la position de la division du travail via la PCS. Est-ce que vous êtes ouvrier, employé, exécutant, classe intermédiaire? Et dans les nomenclatures PCS, il y a plein de niveaux de détails, etc. Et puis, en général, c'est adéquat à votre niveau de diplôme. C'est souvent ce qui se passe. Vous pouvez accéder à une PCS de dirigeant, cadre, par exemple, dans le privé sans avoir de diplôme, mais c'est plus rare. Voilà. Donc, il faut vous représenter là-dessus. C'est soit vous avez un gros niveau de diplôme, soit vous êtes dans un gros niveau dans la hiérarchie d'une entreprise privée, dans la hiérarchie publique, etc. Et puis ici, c'est un petit peu plus... C'est des données de l'INSEE, pareil. À l'intérieur des PCS, l'INSEE va dire, tendanciellement, ces PCS-là, dans leur patrimoine, elles ont plutôt ce qu'on appelle du salaire, du compte bancaire, voilà, du financier bancaire. C'est-à-dire, ici, vous voyez, par exemple, dans votre patrimoine, les gens qui sont là, ils ont... l'INSEE, en fait, utilise les déclarations d'impôts, etc. Et ils vont dire, vous avez tendanciellement que du salaire. Voilà. Donc, vous n'avez pas du tout de capital, vous n'avez même pas d'immobilier, etc. Et puis, plus vous progressez sur l'axe horizontal, en fait, plus vous avez de capitaux qui ne sont pas simplement du salaire. Vous allez pouvoir accumuler de l'épargne, de l'immobilier. Et puis après, vraiment, quand vous allez vraiment tout à droite, vous allez avoir des capitaux financiers ou des parts dans des entreprises. Vous allez être propriétaire de vos moyens de production. Et à la fin, l'INSEE va dire, dans les derniers déciles, là, dans les 0,1% ici, vous avez des gens dont le patrimoine est 99% de la propriété de moyens de production. Voilà. Et donc, effectivement, vous allez retrouver tendanciellement tous les chefs d'entreprise ici. Donc ça, c'est beaucoup de données que moi, j'ai brassées de manière artisanale, mais qu'on va essayer de rendre dynamique, plus fine, parce que moi, je fais ça, comment on peut dire... pas pour le délire, quoi, pour m'amuser, en fait. Voilà. Moi, je trouve ça n'a aucune valeur parce que ça n'a pas été fait à l'université et voilà. Moi, je trouve que ça n'a aucune valeur. Voilà. Et donc, du coup, moi, je traite de la donnée comme ça pour essayer de comprendre, etc.
Et donc, je traite les données de l'INSEE, mais je pourrais en traiter plus, en masse, etc. Voilà. Mais voilà comment ça se répartit. Et ensuite, ce qu'on va faire avec le graphique, c'est qu'on va essayer de... Une fois qu'on a nos positionnements, et en fait, on a nos carrés, quoi. Carré des dirigeants, carré des cadres, carré des salariés du prolétariat, carré de la petite bourgeoisie. On va regarder via effectivement des sondages, mais aussi on pourra avoir des enquêtes. C'est pour ça que quand on va essayer de développer le graphique, on va essayer de mettre d'autres données de mesure de l'électorat. On va essayer de regarder par quel pôle, par quel PCS ces électorats, les votes sont attirés. Ça veut dire, par exemple, demain, si, je sais pas, par exemple, imaginons un candidat qui serait composé dans ses électeurs que de 100% des chefs d'entreprise, il se retrouverait ici, en fait. Il se retrouverait tout en haut ici, parce qu'en composition, il aurait que des chefs d'entreprise, donc il serait complètement aligné sur la PCS chef d'entreprise. Quelqu'un qui aurait que des employés administratifs d'entreprise, là, ici, plein d'employés ouvriers, etc., lui, il serait, on verrait le candidat ici dans le graphique. Alors, comme les candidats, effectivement, on n'a pas ce niveau de détail-là, hein, on ne peut pas descendre à ce niveau de PCS, on a des grosses PCS, on recalcule des grosses PCS. Comme ils sont, on va dire, attirés, c'est des barycentres, en fait, ils sont attirés un peu par là, un peu par là, un peu par là, un peu par là, et en fait, on voit leur position moyenne de barycentre entre toutes les PCS. Et c'est ce qui va leur donner les espaces des points des candidats sur le graphique. Voilà. Et donc, quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est très en haut à droite, vous pouvez vous dire, ces électeurs à lui, ils sont composés plutôt de gens qui sont dans ces PCS-là. Quand vous voyez quelqu'un ici, vous allez dire, les électeurs à 2, ils sont vraiment composés de gens qui sont plutôt dans ces PCS-là. Mais ça veut dire que les gens, ils votent par rapport à leurs intérêts matériels ? Il me semble. C'est ça que ça veut dire, je crois. Moi, c'est la compris. conclusion. Moi, je pensais que c'est comme Todd, là, son truc avec les familles, là. Moi, je pensais que c'était par rapport aux familles... À la famille nucléaire ou à la famille communautaire, etc. Ouais. Voilà, je pensais que tu pouvais avoir... tu pouvais autant être un prolo qu'un chef d'entreprise de fou, et puis tu votais toujours par rapport à la famille nucléaire ou c'est ça, ou la famille communautaire. Ouais. Mais non, c'est un peu plus compliqué. Todd, un jour, il va falloir qu'il comprenne qu'en fait, on a la famille de nos intérêts matériels et non pas les intérêts matériels de notre famille. Mais, et là, après, il pourra faire des vraies prévisions. On enchaîne. Let's go. Let's go. Ok. Quelqu'un qui dit PR, as-tu pour projet de nuancer les barycentres en intégrant un écart type ? Oui. On va essayer de mettre les écarts types, on va essayer de mettre mais j'allais dire data mining, d'autres manipulations de données, etc. pour pouvoir... Là, je peux pas tout faire, mais effectivement, on mettra des choses plus fines quand on va le développer. Bon, déjà, vous voyez, ça bouge un peu, on essaie de manipuler les données, mais on va faire des choses un petit peu plus profondes à terme. Donc, vous voyez, une fois qu'on a ça, on va voir donc, la répartition des élections. Donc là, je vous ai mis 2017. Je sais pas si tout le monde était né dans le chat en 2017. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 8 ans Donc, avril 2017. Donc là, vous voyez, vraiment, c'est intéressant. Donc, vous voyez dans notre espace prolétariat Mélenchon, l'abstention et Marine Le Pen. Très en haut dans les sachants, Macron et Benoît Hamon. Et alors puis moi, j'ai juste une recommandation. On pourrait presque changer la couleur pour avoir la même couleur que sur ton diapo du début, là. Genre, Benoît Hamon, tu pourrais le mettre en rouge clair. J'ai pas eu le temps. Non, mais c'est juste pour la prochaine fois, tu vois. Mais ça peut être stylé parce que comme ça, on pourra allier les deux, vraiment. Exactement. Je pense pas que ce soit le plus gros taf à faire vu ce que t'as déjà fait avant, tu vois. En fait, c'est un peu chiant pour Power BI parce qu'il faut faire point par point, mais oui, carrément. J'y ai pensé, effectivement. Mais bonne idée, pas dû. Mais en plus, toi, t'es dans le marketing, donc ça, c'est des choses qui te sautent aux yeux, quoi. Moi, je suis un marketeur, moi. Donc, vous voyez, donc là, ce qu'on va voir, on voit. Alors, ce qui est très intéressant, on voit. Alors, il y a deux choses qu'on voit qui sont plutôt pas mal. On voit vraiment une espèce de linéarité gauche-droite entre Mélenchon et Fillon. On a vraiment un vote de gauche, un vote de droite, et on voit vraiment Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous voyez, tout à l'heure, vous voyez les PCS, elles sont distribuées comme ça, en diagonale, sur les des classes. On voit vraiment, là, alors, ça se voit pas parce qu'il y a deux axes, mais le fait qu'il y ait deux axes identiques avec les mêmes échelles, 10,
moins 10. Vous voyez comme elles sont alignées totalement sur la diagonale, Macron et Marine Le Pen, ça vous donne un truc assez significatif qui est vous avez un vrai clivage de classe. Vous voyez, c'est vraiment 2017, c'est l'équivalent de vous avez le bloc bourgeois ici, au bas, le haut, voilà, avec les sachants possédants, et le bas, et Mélenchon est un peu dans ce mouf-là, hein, voilà, mais il est un petit peu plus gauchisé, parce qu'il a un petit peu plus, vous voyez, il est un peu plus haut que Marine Le Pen, il a des gens, un peu plus de cadres, un peu plus de professions intermédiaires, voilà. Et là, vous avez Marine Le Pen qui a vraiment le bas, les gens qui ont le moins de capitaux, etc. Et donc, vous avez vraiment le vote populiste, quoi, c'est-à-dire le bas contre le haut. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit Mélenchon, c'est le Fillon du pauvre. Bah, c'est un peu ça, c'est le Fillon des pauvres. C'est le Fillon du pauvre, exactement. C'est un vrai vote de gauche avec, tu vois, une conscience de gauche, c'est-à-dire des gens qui sont même cadres, professions intermédiaires, mais qui votent gauche radicale, etc. Bah, aussi parce qu'ils ont moins de capitaux, hein, ils sont quand même là dans le graphique, mais qui sont dans un rapport gauche-droite. Et là, vous voyez, vous avez vraiment un rapport gauche-droite entre Fillon et Mélenchon, qui est, lui, Fillon, il est dans... il est dans l'ancien monde, voilà, et Mélenchon, lui, il arrive dans le nouveau monde. Il commence la moïsation, mais il galère, voilà. Il y a quelqu'un qui dit, mais il y a autant d'exploitants et de dominants que d'exploités et de dominés. Bah non, justement, regardez l'échelle. On est en haut à gauche, là, à -2. Voilà. Et donc, en fait, on est plutôt, dans le graphique, là, on est plutôt en bas et plutôt en bas à gauche, en fait. Donc, le barycentre général de la société, il n'est pas du tout au centre. Le barycentre général de la société, c'est-à-dire le vote, le votant moyen, il est un peu au milieu en bas, quoi. Regardez ce qu'on peut faire avec le nouveau graphique, c'est quand même pas mal. Je vais vous regardez, hop, regardez ce qu'on va faire. On va mettre l'échelle et puis on va vous rajouter, hop, les PCS. Oh là 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 là. Ouais, c'est beau. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout au milieu. Le point du milieu, c'est le gros point gris là, c'est les étudiants. On n'est pas du tout au niveau des étudiants, on est un peu en dessous et un peu à gauche en moyenne. Et donc ça veut dire qu'il y a potentiellement plus d'exploités et de dominés que de dominants et d'exploitants. Mais on est en France quand même, on n'est pas dans un pays où il y a 95% de la population qui crève la dalle et où il n'y a pas de classe moyenne. Dans un pays, par exemple, comme la France des années 30, où il n'y a pas de classe moyenne, où il y a un énorme prolétariat, ce serait tout à fait différent et le barycentre moyen, il serait beaucoup plus en bas à gauche, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, hein, on ne l'a pas dit, mais les points, la taille des points, c'est pas un hasard. La taille des points, c'est la masse que représente la PCS. Donc quand vous voyez par exemple des gros points comme, vous voyez celui-ci, anciens employés, bon, c'est des employés à la retraite, des gens qui ont été employés dans leur vie, mais qui sont aujourd'hui à la retraite, bah, vous voyez, c'est des gens qui sont très nombreux. Mais c'est normal. Vous voyez ici, vous avez tous les anciens employés, anciens ouvriers. Vous avez ici beaucoup de gens à la retraite. On sait qu'on a beaucoup de retraités en France et tout ça, ici, vous avez toute cette masse de retraités. Ben, on sait que c'est très important. Si demain, ceux-là disparaissaient, ils vont finir par disparaître, mais ils seront remplis par d'autres. Mais si on faisait disparaître par magie tout ça d'un coup, bah de fait, le centre électoral, il se redéplacerait vers le haut et un peu vers la droite, parce qu'il n'y aurait plus ce pôle d'attraction là, vu qu'il deviendrait vide, quoi. Donc effectivement, c'est marrant parce que on voit bien que Mélenchon, c'est le candidat qui est opposé aux retraités au niveau des barycentres. C'est ça. C'est pour ça qu'il a peu de retraités, tu vois. Et il a très peu de retraités. Il a pas mal de professions intermédiaires, etc. Et les gens disent Mélenchon exploiteur. Bah Mélenchon, il n'y a pas beaucoup d'exploiteurs qui votent pour lui. Par contre, il y a des gens qui sont en haut au milieu, là, des profs et tout, ou des cadres, mais des gens qui sont réellement des chefs d'entreprise et tout, il n'y en a pas beaucoup qui votent Mélenchon. Non. Et puis en plus, c'est de la compo. Donc ça veut dire que quand vous êtes là, ça veut dire que vous pouvez en avoir. Il peut y avoir des anciens des agriculteurs exploitants là, qui votent Mélenchon. Mais ça veut dire que le fait que vous vous retrouviez là, tendanciellement, vous avez plus de ça que de ça. Et inversement, pour un Fillon, bah, vous avez plus d'agriculteurs, de retraités et de cadres et de chefs d'entreprise que Mélenchon. Voilà, c'est ça. Parce qu'on prend les votes en compo. Hein. On prend les gens. Qu'est-ce qui compose? Ça veut dire, même si demain, par exemple, il n'y a personne qui vote pour vous et que vous avez fait un score de 1 électeur, donc 0,0000000 à la présidentielle, mais que votre électeur, c'est un ouvrier, vous allez vous retrouver ici dans le graphique. Parce que vous allez être composé de 100% d'ouvriers, quoi.
Allez, on revient sur nos C'est pas mal, hein, cette dynamique-là. Hein. Tu dis Il est rien, toi, trop le fier. marketeur. Non, J'ai c'est bossé bien, un j'avoue que peu. c'est bien. Non, j'avoue que c'est bien, j'avoue que c'est bien. J'avoue. Parce qu'avant, les graphiques un peu plats, c'était un peu, tu vois, c'est un peu chiant. Quoi. Les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent dans le chat? Bah, les gens ils disent Est-ce que- que c'est bien, ils veulent la suite. Hein. Et ben voilà, on va voir la suite. Donc, 2000... on voit plus notre extrême droite, là. 2017. Je zoome un peu, parce que sinon... on voit pas. Ils te félicitent dans le chat, ils sont sous la très bon travail, très beau, bravo Chris. Ah, mais ils sont gentils. Ils sont gentils. Voilà. 25% des cas de vote Mélenchon. Bah ouais, non, Mélenchon là où il perd, c'est surtout les retraités. Hein. Ouais, Mélenchon, Sinon, en fait, dans les vous gens qui voyez- travaillent, il a plein de gens, hein, Mélenchon. Et vous voyez, hein, Mélenchon, il est beaucoup plus sur la ligne de l'axe du travail. Et c'est ça qui fait qu'il se différencie avec Marine Le Pen. Hein. Qu'il est beaucoup plus haut dans le graphique parce que et il a beaucoup de cadres, quoi. Ce qu'a pas du tout Marine Le Pen en 2017. On va voir, ça va évoluer. Allez, on va venir à 2022. 2022, ça doit être en avril, je crois. Voilà. Alors, 2022, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on a toujours à peu près la même chose, 2022. Hein. On a notre Mélenchon, Marine Le Pen qui est au même niveau, toujours avec notre bloc abstention. Hein. Donc, comme on disait tout à l'heure, eh oui, les abstentionnistes, c'est rarement des gens qui votent, c'est rarement des supérieurs, etc. Donc, ils peuvent être largement autant d'extrême droite que de gauche de rupture, parce qu'ils sont dans le même espace. Voilà. Donc, ils vont, et on l'a vu tout à l'heure dans les dynamiques, effectivement, là où ça s'abstient, bah, ça va soit favoriser, défavoriser l'extrême droite ou la gauche. On a un petit poutou, là je vous ai mis un petit poutou, c'est pour vous représenter un truc. Vous pouvez faire un tout petit score, mais être extrêmement dans la partie prolétariat. Poutou, c'est le cas. Il fait un tout petit score, mais les gens qui votent pour lui, c'est que des ouvriers et des employés, quoi. Et c'est pour montrer la composition. Ça donne quel genre de gens, quelles conditions matérielles Poutou attire. On a notre Jadot, alors tu veux peut-être faire des commentaires parce que toi qui es habitué maintenant, pas du tout, pour pas que je parle tout le temps, mais on a notre Jadot qui est notre remplaçant de Benoît Hamon. Il est pile poil au même endroit. On peut superposer d'ailleurs 2022 et 2017 si vous voulez voir. On va le faire après. On a notre Fabien Roussel là qui navigue en eau trouble. Voilà. Et on a notre Zemmour, notre Macron et notre Pécresse là qui est dans le délire Fillon mais qui est complètement à l'ouest et puis avec un tout petit score. Donc vous voyez, ce qui commence à se voir, c'est l'éclatement un peu de la droite, là, Zemmour, Pécresse, là où on avait un Fillon avant qui était pas loin du second tour, mais là ils sont en train d'exploser. Et on a un Roussel là qui attire que des PCS de droite, complètement délirantes. Jadot qui est dans le même délire. Donc, ça n'a pas trop bougé. Roussel Jadot, leur conflit, en fait, c'est les mêmes personnes, mais leur conflit, c'est tu manges de la viande ou pas, tu sais. C'est ça. Leur conflit, c'est véganisme ou viandard, tu vois, et ça répartit les gens, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et il est attiré vers le bas et la droite, Roussel, parce que comme c'est des gens plus vieux qui mangent de la viande, c'est pour ça qu'il est attiré vers le droit. Tu vois, je commence à avoir une théorie un peu complotiste sur le graphique sur Roussel, tu vois. Tu crois? C'est des jadoïstes qui mangent de la viande, les gens qui votent Roussel. C'est possible, hein. Et donc, je sais pas si je peux mettre les deux. Ça marche pas. Il veut pas. Donc, vous voyez, donc ici, donc on voit vraiment, gardez bien en tête, c'est ça qui va être intéressant. Gardez bien en tête Mélenchon où il est, parce que là, maintenant qu'on a vu ça, donc on voit qu'on est dans les mêmes dynamiques, et on voit que la gauche, vous voyez, elle est divisée quand même. Hein. C'est ça qui est important de voir en 2022. On voit vraiment, donc en 2017, on avait juste Hamon et Mélenchon qui étaient un peu là. Mais vous voyez, un Roussel, quand il apparaît, il est complètement là. Donc il est vraiment dans un espace assez bizarre. C'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Alors on va regarder ensuite ce qui se passe aux législatives. Hop. Qu'est-ce qui va se passer aux législatives? Notre abstention, donc vous voyez le Rassemblement national donc reste très en bas, tout petit. L'abstention est massive. Voilà. On a toujours nos républicains ensemble, etc. Puis Reconquête qui navigue ici. Et on a notre Union populaire. Je pense qu'on doit pouvoir le mettre. C'est la NUPES, là. La NUPES, Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous voyez, alors là j'ai mis avril et juin. Vous voyez qui remonte
vers Jadot. Et un petit peu se décale vers Roussel. Parce qu'effectivement, elle se retrouve dans les points ici. Elle ne fait pas l'addition de tous les votes. Elle est beaucoup plus faible, on l'a vu dans le graphique précédent. Elle est incapable de faire l'addition des 3 votes. Et elle se retrouve effectivement dans un espace un petit peu chelou, central, là. Voilà. Très... s'éloigne beaucoup des prolétaires et elle s'éloigne aussi beaucoup de l'abstention. Beaucoup plus que pouvait s'en éloigner Mélenchon. Vous voyez attendez, je vais mettre avril. Vous voyez, Mélenchon était très proche de l'abstention, c'est-à-dire qu'il était quand même prêt à capter des électeurs. C'est pour ça qu'il fait des très gros scores et qu'il a fait des très gros scores en 2022. Mais vous voyez, hop, la NUPES en juin, elle va naviguer beaucoup plus haut dans les PCS, donc avec des catégories beaucoup plus supérieures, beaucoup plus diplômées, beaucoup plus cadres, beaucoup plus profession intermédiaire, et elle s'éloigne de l'abstention. Et elle n'est plus du tout dans le conflit avec le Rassemblement national. Alors elle apparaît, c'est ça qui est intéressant, elle apparaît comme un rempart au Rassemblement national parce que le fait d'agréger les voix en fait qu'elle lui passe devant. Mais en fait, on se rend compte qu'elle n'est plus du tout dans la conflictualité avec le Rassemblement national. Qu'elle se rapproche même de l'espace de droite, Ensemble, Reconquête, etc. ici. Elle va naviguer ailleurs, là où la gauche de rupture de Mélenchon, comme on l'a vu, que ce soit en 2017 ou en 2022, en fait, est beaucoup plus proche et beaucoup plus dans le conflit avec Marine Le Pen, etc., parce qu'il est dans le même espace. Là, on se fait baiser avec ce NFP, c'est que quand tu peux remettre avec le truc avec NFP, là. Ouais. Avec la NUPES, plutôt. Ouais, mais juste la NUPES, ouais. Juste 2022 juin. Ouais, voilà, okay. Voilà. Là, on voit bien que dans cette disposition-là, où tu as le Rassemblement national qui est opposé aux Républicains Ensemble à Reconquête, mais le Rassemblement national est aussi, en fait, opposé à la NUPES, et donc le Rassemblement national dans cette disposition-là peut dire y a l'UMPS encore en fait, et peut dire la NUPES c'est pareil que Macron, regardez, exactement. Nous on est très différents, et donc ils peuvent réinstaurer le moment populiste, redire nous on est contre le système, tout ce qui est au-dessus de moins 2,5 là c'est ça, enfin, moins 3,5 c'est le système en fait, c'est ça. Tout ce qui est au-dessus de moins 3,5 c'est le système, et à ce moment-là nous on peut rien faire, et en même temps ils ont raison, ils disent regardez Mélenchon il est allié avec Hollande. Et alors là, on est finito quand c'est comme ça. Alors heureusement que la FI a quand même eu à l'intérieur de la NUPES une stratégie de radicalité, notamment sur, je sais pas, sur des trucs genre genre Gaza ou sur la réforme des retraites ou sur plein de choses, ce qui a permis de maintenir quand même une pression constante du gouvernement contre la FI, des médias contre la FI, et ce qui fait que la FI en soi ne passe pas pour un parti du système. Mais si tu prends la NUPES en tant que telle ou le NFP en tant que tel, parce qu'on va voir tout à l'heure où est placé le NFP, mais c'est un peu pareil, il est facile de dire pour le Rassemblement national qu'il n'y a que eux qui sont contre le système. Exactement, ça leur donne une position tout à fait oppositionnelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand vous êtes dans cet espace-là, vous êtes, on va dire, le bas, quoi. Et puis là, c'est le haut, quoi. C'est vraiment la stratégie au bas. Quand vous êtes entre les deux... Quelqu'un qui dit, je suis étonné de la position du vote RN, mais le RN, les gens qui votent RN, déjà il y a pas mal de gens qui sont des prolos et tout. Et puis il y a beaucoup d'anciens ouvriers aussi qui sont en bas au milieu. Ouvriers. En fait, vous voyez, quand on prend le truc, voilà. En fait, le Rassemblement national est beaucoup un vote de gens qui ont peu de diplômes, donc ils sont très bas, voilà, dans l'axe vertical. Et puis c'est des PCS qui sont employés ouvriers, donc qui sont, on va dire, anciens employés, anciens ouvriers, donc qui ont peu de capitaux en fait. Les anciens vont avoir un peu d'immobilier, etc. Mais c'est vraiment un vote, populo-raciste, quoi. C'est vraiment des gens populaires, racistes qui votent. Beaucoup de petits patrons et d'artisans, mais les petits patrons et les artisans, ils représentent rien en composition, ils sont pas beaucoup. Déjà, ils représentent rien, et en vrai, en termes de compos, c'est très peu. Il y en a beaucoup plus. Les petits patrons et les artisans, c'est beaucoup les républicains qui les captent. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont là dans les espaces. Voilà. Mais vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est là intéressant, c'est vous voyez l'écart qu'il y a entre Reconquête et le Rassemblement national. Et, vous voyez, vous avez deux gens d'extrême droite qui sont totalement opposés. Reconquête, l'écart entre Mélenchon et Roussel. Ouais. Reconquête, c'est vraiment des gens qui
je sais pas, qui lisent Valeurs Actuelles, qui regardent des émissions avec Zemmour, qui achètent ses livres, qui vont le faire dédicacer. Mais c'est vraiment pas du tout la culture normale du Rassemblement national, qu'on n'a rien à foutre. Et il y avait, pour info, des enquêtes des gens, quand Zemmour s'est présenté, ils sont allés voir l'électorat Rassemblement national, et il y avait mais 80% de gens qui savaient pas qui c'était Zemmour, quoi. Parce qu'ils ne regardent pas France 2 à 22h30, Ruquier le samedi soir, quoi. Tu vois, ils n'en ont rien à battre, quoi. Donc, c'est vraiment une opposition. Et ce qui est vraiment intéressant, donc c'est ce qu'on a vu si on prend avril. Mais vous voyez, Mélenchon est beaucoup plus proche du vote Le Pen. Vous voyez, il est beaucoup plus proche, il est beaucoup plus dans ces trucs-là. Et justement, c'est vraiment Mélenchon le barrage à Le Pen. C'est-à-dire que si le pacte raciste prend de l'hégémonie dans tout cet espace-là, qu'il n'y a pas Mélenchon pour promouvoir de l'égalité dans tout cet espace de PCS-là, ben on est mort. Allez, sans Mélenchon, Marine Le Pen est déjà au pouvoir. C'est Mélenchon, le vrai barrage à Marine Le Pen et au fascisme en général en France depuis... sur la période qu'on a vue, là, 2002-2022, c'est vraiment le fait que Mélenchon ait installé un pacte égalitaire au sein des classes les plus subalternes et les plus exploitées. Voilà. Donc, on revient. L'évolution, donc ce qu'on voit, hein, donc 2022, effectivement, il y a quelqu'un, j'ai vu dans le chat, il dit, bah oui, l'abstention était très forte. Oui, l'abstention était très forte, et elle est vraiment beaucoup plus populaire. Et vous voyez, mais elle était aussi très forte, hein, pour le Rassemblement national. Donc ça ne change pas grand-chose. On voit vraiment par contre l'écart qui se creuse. La nouvelle Union populaire est attirée vraiment par un espace beaucoup plus confortable, de gens qui ont plus de confort, un peu plus de capitaux et surtout un statut intellectuel et social plus important. On va regarder 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? Donc en 2024, on a d'abord l'élection européenne. L'élection européenne, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit notre Jordan. Alors on va commencer par... On va regarder un petit peu comme ça. Hop. Notre Jordan Bardella qui se déplace. Vous voyez, notre Marine Le Pen, elle était beaucoup plus sur 1,5, etc. Jordan, il commence à vraiment se déplacer vers les retraités. Il monte pas, donc il va pas capter beaucoup plus de gens dans le statut social supérieur. Par contre, alors là, la différence, c'est qu'il se déplace vers le centre zéro. Et ça, c'est les retraités qui commencent à ne plus voter Macron, qui commencent à voter Jordan Bardella. Alors que les teubés pensent que c'est grâce à TikTok qu'il a fait ce score-là et chez les jeunes. Hein. C'est vrai. Exactement. Donc non, lui, si vous voyez par exemple un déplacement... Et en même temps, les vieux, ils votent pas Le Pen, ou ils ont du mal à voter Le Pen parce que, même s'il y en a plein qui votent Le Pen, hein, mais parce que c'est Le Pen, quoi, c'est le nom Le Pen et tout aussi. C'est ça. Et Bardella, il arrive avec un truc, en plus il est propre sur lui, c'est le genre idéal, il avait fait Macron un peu. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est intéressant. Vous voyez... Oh, le mec s'auto-suce alors que c'est le graphique. Lui, il a rien fait, hein. T'as rien fait en soi. Ouais, j'ai rien fait, moi. C'est le graphique qui fait tout. Mais... c'est comme Moïse en fait, c'est l'étape de la loi. T'es comme Moïse qui reçoit l'étape de la loi. Sinaï, au Mont Sinaï, lire. Au Mont Sinaï, on m'a donné ça. Mais non, ce qui est pas mal là, c'est vous voyez le déplacement. C'est pas neutre un déplacement d'un demi comme ça, alors qu'elle a toujours été par là, Marine Le Pen. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il est attiré par des PCS qui sont là. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des retraités. Ce qui est intéressant, c'est que Manon Aubry, vous voyez, c'est quelqu'un qui est plutôt vu comme 4 sup, etc. Elle n'est pas du tout sur l'espace de Nouvelle Union Populaire de juin 2022. Elle est beaucoup plus sur l'espace de Mélenchon. Je vais revenir juste sur... Il y a quand même quelqu'un qui dit un truc intéressant, Well Adrian, qui dit c'est aussi que les retraités votent aux européennes et pas les jeunes. C'est vrai, ça aussi. Ouais, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Et on va le voir ensuite. Mais les retraités, quand ils votent, en général, ils votaient quand même pas RN. Ils votaient plutôt Macron. Vous voyez, Manon Aubry, elle est dans le même espace, un petit peu plus, mais elle tourne quand même autour de l'abstention comme le faisait Mélenchon. Alors là, vous voyez, c'est marrant. Hein, les Verts, eux, c'est leur électorat, c'est leur composition électorale, c'est vraiment de la fine mécanique. Hein. C'est tout le temps les mêmes. Hein. Ouais. Jadot, c'est des gens qui n'ont pas de problème dans la vie. Ils ont ni une boutique à gérer,
ça. ni de l'exploitation. Ils sont dominants. Non, mais voilà, ils sont Ils bien. ont que Ils du se mettent bien. capital culturel, etc. Ils sont pépouses, ils ont que des questions existentielles, jamais des questions. Ils ont que des questions de fin du monde, ils ont jamais de questions de fin de mois. Donc, c'est ça, c'est vraiment significatif. Dès qu'ils sont tout seuls, hein, ils reprennent leur position. Il y en a qui bougent, il y en a qui ont des stratégies, mais eux, c'est vraiment, ils ont une base là, et ils En ont même temps, pas leur grand combat, chose. c'est Hein. l'écologie. Tu vois, le Non, combat ils ont pas grand principal. chose. Mais c'est voilà, c'est Si, ça. si, Et si c'est ça principalement, ça veut dire qu'ils ont un combat qui n'est pas un combat qui les touche directement. Tu vois, quoi qu'on dise, l'écologie, c'est jamais le truc qui dans ta vie te saute aux yeux, tu vois. C'est dans un raisonnement que je peux comprendre, où tu peux te dire, bah oui, si on baisse l'écosystème, on est foutu et tout, ça je comprends tout à fait. Mais je veux dire, c'est pas un raisonnement que tu as a priori quand tu as du mal à finir le mois, quand tu es victime de violences policières ou des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs très 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 concrets qui t'arrivent dans la vie. Quand on est à te dire, ouais, mais peut-être qu'en fait, le vrai problème, c'est la fonte des glaces, parce que j'ai vu un documentaire, ça veut dire que t'as pas ces soucis-là de violence policière, t'as pas ces soucis-là de fin du mois avant tout. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent en haut et au milieu, quoi. Il y a qu'en te détachant des nécessités matérielles que tu peux te mettre à te dire, ah bah le problème principal, c'est l'écologie, quoi. exactement. Sauf quand Parce tu que bois de l'eau non potable. Non, ça, je suis d'accord. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça, ok. ouais, mais tu vois, c'est genre, quand tu bois de l'eau non potable, t'es même plus dans l'écologie, quoi. T'es dans la survie et t'es dans le réseau, quoi. Tu vois, enfin, c'est même. T'as Ouais, pas puis quand tu forcément dois une boire de conscience l'eau générale. potable, en général, t'es dans une société où les riches, ils boivent pas l'eau non potable. Exactement. Donc, il En y a quand général, même quand une tu lutte bois des pas classes, d'eau tu vois. potable, il y a une lutte des classes. Genre, quand tu vas dans les territoires d'outre-mer, etc., il y a des gens qui boivent de l'eau en bouteille et des gens qui boivent de l'eau non potable, quoi. Donc, c'est même pas global, quoi. Ils disent pas dû payer par les lobbies pétroliers. C'est vrai. C'est vrai qu'on paye comment toutes ces caméras, tous ces micros et tout. Donc, vraiment, eux, c'est vraiment, ils ont une base. Hein. Alors, il faut vous représenter. C'est à peu près 1 million. Moi, je les calcule. Enfin, non, moi, je fais rien, c'est graphique, mais c'est à peu près 1,2 million, 1,3 million des lecteurs qui sont ici, quoi. Ils sont tout le temps là et c'est leur base. Hein. Même quand ils font n'importe quoi, du bouti thérapie, je sais pas quoi, la tendresse, Du Marie branlage de nouilles. Toussaint. Tu vois ce que je veux dire? La Même s'ils font douceur. la pire campagne de tous les temps, hop, ils ont 1,2 million, 1,3 million de gens ici dans le graphique qui votent pour eux. C'est magnifique. Et à côté, bah, vous voyez tout l'espace, alors là, vraiment de gens très confort qui vont se diviser. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas parce que vous êtes à droite que vous votez à droite. Enfin, moi, je considère qu'il n'y a que des partis de droite ici. Mais. Oh là là, il dit le PCF, c'est un parti de droite, ce forceur. Cet énorme forceur, putain. Mais ça veut dire que, en tout cas, ici, ça veut dire que vous avez des conflits entre des gens qui sont privilégiés. Voilà. Et ici, vous avez des conflits entre des gens qui sont exploités. Et effectivement, dans les gens qui sont exploités, eh ben, il y a deux alternatives, le pacte raciste et le pacte égalitaire. C'est pour ça que vous avez toujours Mélenchon et Le Pen à ce niveau-là. Et l'abstention. Voilà. Donc, ce qu'on voit dans l'effet des européennes, même si pareil, hein, l'abstention est très très forte, on voit, vous voyez, un 48% d'abstention. J'étais obligé de le réduire parce que sinon il prenait trop de place. Mais on voit vraiment Bardella qui commence à retourner à droite. Voilà. Et donc enfin, on va arriver donc au notre NFP. Hop Donc là, on là. n'est plus sur la NUPES, on est sur l'UNFP et c'est au même endroit qu'en fait que tout à l'heure. Exactement. Vous voyez? Alors c'est ça qui est intéressant. Les gens disent ouais, mais oui, mais en fait, est-ce que c'est pas la position? Est-ce que c'est pas l'abstention? Eh ben non, en fait. Qu'est-ce que ça dit ça? Alors est-ce qu'on peut mettre NUPES d'être comme ça? Eh oui. C'est encore plus bourgeois. Le nouveau Front populaire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc là, vous avez donc Le NFP, un problème. Hein. Donc là, vous avez les européennes et les deux législatives. Voilà.
Et vous voyez donc 2022, la NUPES, 2024, le NFP. Alors, il fait beaucoup plus de voix parce qu'ils agrègent, mais il est beaucoup plus en train de se déplacer vers là. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en 2020, il a fait un petit score en 2022, mais c'était beaucoup plus les électeurs de Mélenchon. Et d'ailleurs, même si ça a fait un espèce de vote utile, ce qui fait que ça se déplace par rapport au point Aubry, qui est à peu près le point Mélenchon, mais ça fait un espèce de vote. Ça fait un espèce. Faut que je dézoome un peu. Ça fait un espèce de vote utile. Ça a ramené quand même des classes un peu plus supérieures, etc. Non, je vais peut-être pas laisser comme ça. Mais c'était quand même un vote guidé par Mélenchon. Et vous vous rappelez, c'était Mélenchon, Mélenchon Premier ministre. Ouais. Et donc ça a fait que ça a polarisé quand même très près de Mélenchon, la NUPES. On sortait aussi d'un Mélenchon à 22% aux élections, donc aussi. Exactement. Donc on va dire la NUPES c'était vraiment centré Mélenchon et avec un peu d'agrégat de partis de gauche qu'on voulait NUPES. Nouveau Front Populaire, c'est beaucoup plus central dans les partis de gauche, et donc ça se déplace. Vous vous rappelez, hein, là il y a Mélenchon, là il y a les Verts, machin, et puis là il y a le PS, Glucksmann, et ça se déplace par là-bas. Et plus vous allez vous déplacer par là, et plus vous allez perdre des électeurs de là, c'est-à-dire des électeurs populaires. Voilà, Mélenchon avec la NUPES, il a juste fait revivre un NFP avec plus d'électeurs de droite, quoi, en gros. Super. Voilà, il a juste. En fait, ce qui se passe, c'est que vous gagnez ici, mais vous perdez ici. Ce qui fait que, malgré ce qu'on a vu tout le début, c'est ce qui se passe en fait. Comme vous vous déplacez par là, vous perdez des masses de gens ici. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que oui, en fait, au début, c'est pour ça que je vous ai montré les rubans. Vous voyez pourquoi il n'y a pas d'effet de masse d'addition. Parce qu'en fait, quand vous mettez un programme avec un peu de ça et un peu de ça, il y a des gens ici qui s'y retrouvent pas. Il y a des gens ici qui s'y retrouvent pas, et il y a des gens ici qui s'y retrouvent pas. Donc vous en perdez un peu des trois, et vous avez moins ici que l'addition des trois divisés. Voilà. Et le nouveau Front Populaire, c'est encore plus significatif. Alors, je vais quand même mettre que juillet, quand même. Et là, vous voyez, le nouveau Front Populaire navigue dans des eaux complètement différentes. Hein. Il est plus du tout dans l'espace de clivage avec le Rassemblement National, l'abstention, etc. Lui, il reste collé là, il se déplace encore à droite, comme on a vu. Là, il y a catastrophe. Le RN est sur l'abstention et nous, on est devenu Barry Toussaint tout en haut, quoi. C'est ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc, on voit vraiment qu'on se déplace vers du central. Les Républicains, et voilà, là on a la droite, hein, vous voyez, Ensemble est encore plus à droite que Républicains. Je n'ai pas mis Reconquête, en fait, il faut que je dézoome. Reconquête. Ah, c'est un tout petit peu. Oh là là, la Reconquête, les bourgeois racistes. Oh là là, où ils sont les mecs qui sont dans l'hyperespace. Alors, vous avez vu, comme quoi le pacte raciste, vous voyez, c'est intéressant. Hein. Vous avez le pacte raciste populaire ici, et le pacte raciste bourgeois. C'est vraiment deux débouchés différents. Et vous avez remarqué, ils se détestent l'un et l'autre. Les deux se détestent. C'est le mec, en haut à droite, c'est le gars. Bon, il est raciste, mais il se dit putain, ils aiment quand même trop les pauvres en haut à gauche. Non, même si Bardella peut être Premier ministre, je voterai quand même Reconquête, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Exactement ça. Il dit il est raciste, mais il dit quand même le gars là, il va mettre la retraite qu'à 64, je suis pour 67. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, eux, c'est même pas dans le pacte raciste. Eux, c'est vraiment c'est des types, ils ont tout. Tu vois, le pacte raciste, tu peux te dire, c'est des gens, ils pensent qu'il y a ils ont intégré la pénurie, etc., qu'il n'y en a pas pour tout le monde, et donc ils vont trouver que le débouché raciste est cohérent, stopper l'immigration, la préférence nationale. Zemmour, c'est vraiment des fascistes, quoi. C'est vraiment des gars... c'est gratuit, quoi. Non, moi j'ai tout, j'ai mon appart, j'ai la maison à Courchevel, j'ai la troisième maison à Juan-les-Pins, mais je trouve qu'il y a quand même trop d'arabes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc culturel et suprémaciste. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, c'est Elon Musk, mais c'est vraiment ça, c'est Elon Musk, Reconquête. C'est ça.
Donc je vous l'ai mis parce que c'est assez significatif, il me semble. Et vous voyez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ensemble. C'est des gens qui trouvent Le Pen socialiste. Ils disent ça dans le chat. Et ensemble, donc en juillet 2022, là, c'est vraiment devenu la droite, quoi. Vous voyez, c'est vraiment devenu. Ouais, mais on comprend bien, tu vois, quand tu vois. C'est vraiment devenu ici, Fillon. Ouais, quand tu vois Ensemble ici, tu te dis. D'ailleurs, les Républicains, ils sont à gauche d'Ensemble. Je pense que c'est parce qu'ils ont beaucoup de retraités. Ouais, Ils sont en bas au milieu. Qui les attirent vers le centre. Mais tu vois très bien pourquoi Zemmour, tu sais, quand Macron a fait la réforme des retraites, Zemmour, il a dit c'est ma réforme, tu vois. Il a pas pu critiquer Macron. Et en fait, Reconquête, ils peuvent critiquer Macron que sur le fait qu'il soit pas assez raciste pour eux, tu vois. Mais en réalité, ils sont dans une Reconquête, ils sont dépendants de Macron. Et leur débouché politique au second tour, c'est Macron à Reconquête de manière évidente. Ils voteront toujours Macron contre Mélenchon. Alors que le Rassemblement national, les gens qui sont tout en bas à gauche, bah, entre Macron et Mélenchon, ils vont hésiter quand même, tu vois. Ils vont peut-être plus hésiter qu'un Zemmourien ou à droite, quoi. Exactement. Ils Donc vont ce qu'on peut-être voit retomber dans bien, l'abstention d'ailleurs. donc vraiment la conclusion, hein, c'est vraiment la stratégie du nouveau Front populaire ne maximise pas les voix pour la gauche, parce que c'est une alliance de la carpe et du lapin qui se retrouve dans un espace de centre bidon qui fait qu'on perd énormément de classes populaires. On perd l'électorat Mélenchon, très antiraciste, très populaire, qui va par exemple détester le PS, peut-être même détester les Verts. Voilà. Et en fait, on capte pas non plus, l'intégralité des Glucksmann et des machins qui sont là. Attends, je vais peut-être le mettre, mais pourquoi ? Parce que eux-mêmes détestent les populos et détestent Mélenchon. Donc c'est une stratégie qui peut être défensive face au RN, mais qui ne gagnera jamais, qui ne gagnera absolument jamais. Je le dis, je le certifie. Et en plus, c'est un autre effet, c'est que quand vous faites ça au premier tour, bah vous faites ça au deuxième tour. Vous n'avez aucune réserve. Voilà. Vous voyez comme c'est central. C'est vachement intéressant. Hein. Vous voyez, vous avez un nouveau Front populaire, c'est entre les trois, comme ça. Mais en fait, vous avez perdu sur toute la ligne. Donc, quelle est notre conclusion ? Nous, ce qu'on dit, on va revenir à 2022, la dernière présidentielle. Que nous, on bosse avec Padu un peu quand même. On a des stratégies avec la brèche. Enfin, nous, on exécute les ordres de Zoé. Je le dis pendant qu'elle n'est pas là. C'est ça qu'on fait, hein, Padu. C'est quand même Ouais, bah oui, mais bon, après, moi, j'ose pas la contredire, même quand je pense. Là, je pensais que c'était une erreur de faire ce live, mais je lui ai pas dit. Nous, elle nous dit de quoi faire, c'est vraiment la chef. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc là, vous avez Glucksmann. Enfin, vous pouvez penser Glucksmann ici. Hop. Ouais. Le PCF, ils ont arrêté le front de gauche au pire moment. Hein. C'est ça, exactement. C'est le moment où il faut faire le front de gauche et les mecs ils disent non, et puis après ils font NUPES avec Glucksmann, c'est trop bien. Ils sont vraiment teubés, hein, c'est un enfer. Hein. Mais ils ont rien compris. Ils sont à l'envers de l'histoire. C'est triste pour eux. Je vais mettre comme ça. Ça, c'est pas mal. Un petit peu beaucoup de trucs, mais c'est pas mal. Vous avez notre Mélenchon, Aubry, etc. Poutou, ici. Donc là, vous avez un bloc de gauche très populaire, vraiment dans le carré salarié, etc. Voilà. Ici, vous avez Jadot, Toussaint. Ouais, c'est vraiment Toussaint, pareil. elle est plus à droite que Jadot. Oh, la catastrophe, quoi. Elle est encore plus catastrophique que Jadot, cette meuf. La douceur, Jadot, quoi. Voilà, exactement. Et vous voyez, vous avez tout cette truc-là. Donc, en fait, ce que ça veut dire que ce qu'il faut absolument avoir, c'est retrouver une config où faites un bloc avec ça, là. Bloc CIA. Un bloc CIA, donc voilà. De gauche, faites un candidat. Et faisons un candidat ici, de gauche de rupture, beaucoup plus. Et surtout, n'essayez pas de faire une alliance dans cet espace creux, vide, qui ne recouvre rien en termes de rapport politique avec le NFP ou la NUPES. Voilà. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est maximiser un candidat ici, maximiser un candidat ici, pour avoir deux candidats de gauche qui pourraient, au premier tour, faire presque 20 chacun, presque 40%. On va voir ensuite, je vais vous montrer un peu l'analogie. Et qui permettrait ensuite
effectivement, si c'est celui-là qui atteint le second tour, bah, celui-ci va pas voter pour le Rassemblement national. Voilà. Et si c'est celui-ci qui atteint le second tour, même moi, ça me fera mal, je le dis clairement. Mais entre Glucksmann et Marine Le Pen, alors je sais que Padu, t'en es sorti, j'espère que tu vas pas faire une refus. Chris appelle à voter Raphaël Glucksmann. C'est la capsule. Mais entre Glucksmann et Marine Le Pen, oui, je voterai Glucksmann. Oh là 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 là, le live est catastrophique. Il fera jamais 22% Glucksmann. Mais non, je le sais, je sais qu'il le fera jamais. Il va faire 14%. Tu dis ça justement pour pouvoir clipper le truc après et montrer aux gens qui votent Glucksmann. Ouais, moi j'aurais voté Glucksmann. Exactement, ça fait partie de la strat. Tu me connais, frérot, tu me connais comme mon frère, c'est normal. Mais donc, tu vois, et pour revenir à ça, pourquoi est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finir la moïsation et c'est revenir à un état. Et oui, tout est bien pensé dans le graphique. On va revenir à nos fameux rubans, los rubanos. Ce qu'il faut revenir. Heureusement que tu reviens à ce truc-là à la fin, parce que sinon là je t'aurais dit putain tu nous as fait 1 heure de ruban, tout ça pour rien. Voilà. Mais en fait tu conclus sur le ruban, pourquoi pas. Voilà. Effectivement, ce qu'il faut absolument, c'est revenir dans un état de la gauche où le centre est petit. Ouais. Donc là, il est en train de baisser par rapport à la séquence Macron 2017-2022, où le centre est petit et où ici, on a un bloc gauche très important, presque 15,7 millions d'électeurs. Voilà. Et on va le regarder avec des composantes, mais cette fois-ci, il faut que les composantes s'inversent. Il faut absolument qu'on ait un 2012 inversé. Parce qu'on avait à l'époque un 8,83% contre un 24% de Hollande, et ici c'était le front de gauche. Il faut absolument qu'on arrive à construire un prochain rapport où il y ait 2 blocs au sein de notre ruban de gauche, ici, mais que à la fin, celui qui pèse le plus, ce soit définitivement le bloc de rupture sur ce bloc-là. C'est pour ça qu'il faut maximiser 2 versions sur lesquelles on tranchera au premier tour pour pouvoir avoir, pas simplement atteindre le 2e tour, parce que si vous faites la NUPES, bah ok, vous avez ça, et vous avez déjà toutes les forces de gauche d'un coup, il n'y a aucune raison que les gens de droite derrière ils viennent voter chez vous, etc. Et pareil pour le reliquat du bloc central, ils vont se diviser entre la droite et vous. Voilà. Ce qu'il faut absolument, c'est avoir, pour construire un bloc de gauche très fort, il faut un bloc de gauche ici très fort, avec 2 composantes à l'intérieur. Et ces 2 composantes, bah, espérons qu'elles soient inversées par rapport à 2012, là où, comment il s'appelle, notre ami Mélenchon était beaucoup plus faible que Hollande. Il faut, à la suite de ces mouvements de moïsation, que, je sais pas, Glucksmann, bon, là c'était 24, tombe à 16-17, et que notre Mélenchon qui a su faire 22 fasse peut-être 23, voilà, et que ça nous fasse un 40% de la même manière, qui nous permettent d'entrevoir un second tour beaucoup plus cohérent. Il y a voilà. prof interne qui n'a pas compris le bail. Il dit le bloc CIA appellera à voter Macron, mais il n'y aura pas Macron. Mais non, justement, il n'y aura pas Macron. Un candidat de droite, un candidat de gauche, c'est ça la mobilisation. Il y aura Retailleau contre Mélenchon en fait. Et Glucksmann, il devra dire j'invite à voter Retailleau. C'est possible d'ailleurs, c'est possible qu'il nous dise comme ça. Si vraiment il est, c'est un chien, tu vois. Mais c'est possible aussi qu'il invite à voter Mélenchon, tu vois. Exactement. Contre le RN, c'est possible quoi. Mais Retailleau, il peut vraiment nous baiser, hein. Ouais, j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que ce sera le. Oui, parce que les classes populaires vont pas voter LR. C'est ça. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, pour un 2012 inversé, on a, si je reviens. PR appelle à voter Retailleau, ils disent dans le chat. Vous voyez, si je prends, l'idée, c'est de se dire, voilà, en 2012, bah, il n'y avait pas l'extrême droite, là, mais eux, ils sont déjà qualifiés. Voilà, ils sont déjà qualifiés. Le bloc central est en train de mourir, etc. Donc le bloc central, il faut qu'il se décide. Vous voyez, il est en train de crever là. Il a fait une espèce de petit sursaut parce que c'est de la merde en fait le NFP. Donc il a réussi à faire un sursaut et à reprendre et à pas exploser tant que ça. Il est quand même le 2e groupe. Ce qu'il faut, c'est qu'absolument celui revienne à ce niveau-là, là, 3 millions d'électeurs. Que ce qui reste d'ici se sépare entre Glucksmann, c'est-à-dire
la gauche et un peu la droite ou l'extrême droite, on en a rien à foutre, mais que on construise au premier tour deux gauches qui forment un bloc, qui se fight, il n'y a pas de problème. Qu'on sache que les gens de gauche décident s'ils préfèrent voter Glucksmann qui veut aller faire la guerre en Ukraine et donc geler les salaires des gens pour pouvoir alimenter les armes à la frontière ukrainienne, ou si vous voulez les 32 heures, la relance, etc. Voilà, qu'on se pose des questions. Mais qui J'aime ce discours anti-atlantiste primaire pour faire. Moi, je ferais campagne voilà, contre les USA. J'amènerais un peu d'anti-américanisme primaire, un peu de terroir, un peu d'anti-impérialisme primaire aussi, et puis voilà quoi. Et donc qu'on inverse la tendance de 2012, qu'on refasse le fight de 2012, Hollande-Mélenchon. Moi, mon rêve, c'est que ce soit Hollande qui se présente, tu vois, en 2027. Voilà. Qu'on refasse le bail, mais que ici, bah, vous imaginiez que ce soit Mélenchon et ici, ce soit Hollande, quoi. Et alors le problème de Hollande, c'est qu'il va pas maximiser. Hein. Non, je déconne. C'est Glucksmann qui peut maximiser. Hein. Non, ce sera pas Glucksmann non plus, c'est trop un tocard. Moi, j'ai un... Non. Filoche. Moi, j'ai... Non. Alors, je vous donne mon petit... Bah, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le graphique. Mais moi, je vous annonce Boris Vallaud, candidat de la gauche anti-Mélenchon à la prochaine présidentielle. Ouais, pourquoi pas. Mais moi, je préférerais Glucksmann. Hein. Mais ce sera pas Glucksmann. C'est trop un tocard. Mais non, il ferait pas plus. Mais et en plus, il va rien faire. Mais Boris Vallaud, il peut faire mieux. Mais parce qu'ils laisseront jamais pour les européennes, comme ils étaient pas sûrs en 2024, ils étaient prêts à mettre une tête de liste bidon. Glucksmann, place publique, mais le PS ne voudra jamais que ce soit quelqu'un d'autre du PS qui soit candidat à la présidentielle. C'est pas possible. Oui, c'est sûr. Mais le problème de Boris Vallaud, c'est qu'il a pas la CIA derrière lui. C'est toujours un problème, effectivement. Non, mais tu vois, genre, par contre, non, mais... Ou Gage. Ouais, je crois plus à Gage. Non, pas Gage. Gage, il est trop grillé au PS. Vous savez pas ça, mais il est trop grillé au PS. Vous le savez pas, il a des insides. Bah oui. Bah, Gage, ce mec, quoi, il a des insides maintenant. Bah tu le sais que c'est vrai en plus. Tu le sais que c'est vrai. Hollande, bah ce sera Hollande. Hollande, ça peut être marrant. Comme ça, Jean Bassier, il va l'appellera à voter Hollande contre Mélenchon. Mais c'est ça. Mais moi, je crois. Peut-être il y a un petit pourcentage de Hollande, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hollande ne voudra pas que ce soit fort. Et les gens du PS ne laisseront pas Glucksmann. Glucksmann est un tocard. Ne l'oubliez. Glucksmann, il se présentera pas. Je vous le dis clairement. Il va essayer, mais ça va échouer. Après, la question qui reste, hein, c'est que font les petits partis dans cette... Ouais, Tourdelier va se branler la nouille dans cette histoire, à faire quoi? Bah, la question, c'est les petits partis. C'est à qui vont-ils rejoindre? Moi, elle peut nous faire perdre avec ces conneries, là. Moi, ma tech, c'est qu'ils feront une Jadot 2017. Je sais pas si les gens savent ce que c'est une Jadot 2017. C'est se présenter et au mois de mars rejoindre celui que tu crois qui a le plus de chance. Jadot était candidat et au mois de mars 2017, il s'est retiré pour rejoindre Hamon. C'est vous donner un peu le sens politique de ces gens-là. Le stratège. Hein. ça vous dit un peu le sens politique de ces gens-là. Mais vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux les points dans le graphique. Vous comprenez mieux pourquoi par rapport aux points dans le graphique. Tu vois ce que je veux dire est-ce qu'on peut pas les rejoindre et faire de l'entrisme? Toi, ta tech, c'est que l'entrisme marche pas, mais est-ce qu'on peut pas faire de l'entrisme à ELV pour essayer qu'ils rejoignent plus clairement dès le début pour que ça donne une dynamique à quelqu'un? Ça sert à ça la brèche, on l'a pas dit aux gens. Former des gens pour aller entrer. Alors les gens, vous allez adhérer à la brèche, puis on vous orientera soit pour aller au PCF, soit pour aller... En fonction de où vous êtes dans le graphique, on vous dira, hop, toi tu vas aller entrer ELV, hop, toi tu vas aller entrer PCF, hop, toi tu vas aller entrer ainsi quoi. C'est comme ça. Entrisme PS. T'imagines, il y a des gens qui ont cru un jour qu'on pouvait ramener le PS. Tu te moques de moi? Oui. Quel enfer! Le truc, c'est une machine des enfers et tout. C'est une machine à tuer toute forme de vision politique. Pour bien connaître le sujet, c'est une machine à tuer. Tu peux pas avoir de ligne politique et de colonne vertébrale intellectuelle au PS. C'est fait pour tuer ça. Donc si vous arrivez, que vous avez des idées au PS, le premier truc qu'on vous dit, on vous tape sur l'épaule, on vous dit
T'as du talent. Gâche pas ça avec des idées. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà la conclusion. Conclusion du graphique et des tendances. Est-ce que ça vous a plu, les gens? Est-ce que vous êtes convaincus? Surtout, Quelqu'un qui demande si pas l'humour. Villepin, c'est pas aussi le candidat de la CIA. J'ai pas sûr. Il y a mieux comme candidat de la CIA. Non, Villepin, c'est un chevènement 2002. C'est un type qui va buzzer pour les médias, mais qui fera 5%. 4%. Mais en Ouais, vrai, c'est le mec qui 5-6. peut empêcher le centre d'être au second tour. Hein. Moi, j'y crois. Hein. Moi, je suis pour que Villepin se présente. Hein. Ah ouais, mais moi je suis d'accord. Mais si on revient sur le Il- graphique, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit. Lequel t'as envie de voir, chef? Ouais, Villepin, bah, on l'a déjà fait, Villepin sur le graphique. On se fait un petit Ouais, il a pas 2024. d'appareil, il aura pas les signatures. Peut-être qu'il aura les signatures quand même. Un Si, petit il y aura des vieux 2024. gaullistes. 2024, des c'est bien. gaullistes et tout. Ouais, Villepin, vous voyez, les amis du graphique. On peut créer comme les amis du monde diplomatique, les amis du graphique, qu'est-ce que t'en penses? On demandera à la chef si elle est d'accord pour ça. Mais ouais, Villepin, il va se retrouver par là, quoi. Se retrouver ici, là. Voilà. Donc après, il peut prendre des voix assez tocards, là. Oui. Mais il faut qu'il en prenne assez. Parce que tu vois, moi, par exemple, on en a déjà parlé de ça, mais moi, j'avais prévu 2022 Mélenchon au second tour avec le graphique. Mais qu'est-ce qui m'a mis dedans? Tu te rappelles? Ah bah oui. Qu'est-ce qui m'a mis Pécresse. dedans? C'est celle-là, là. C'est cette Pécresse. Normalement, elle aurait dû se retrouver beaucoup plus par là, avec un plus gros point, et donc faire descendre Marine Le Pen. Mais comme elle a été tellement nulle ici, bah, il y a des gens qui ont voté par défaut Marine Le Pen, qui se sont retrouvés à droite, et elle n'a pas assez divisé la droite, quoi. Ou voire même Macron. Ça se trouve, les gens qui votaient Fillon, Ouais, etc. Elle aurait pas pris 6%, Macron. Ouais, si, c'était un peu beaucoup. Je sais pas, il fait combien? 28? Ouais, je crois qu'il fait 28, elle aurait jamais pris 6%. Eh, mais elle fait quand même moins de 5. Hein. Ça, tu te dis. Mais oui, prendre ça ferait 1,2% 11. à Le Pen, pourquoi pas? Bah, c'est sûr, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr Tu et vois. certain. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mm. Donc voilà. Voilà la conclusion sur le NFP. Je pense que tout est dit. Je pense que la démonstration est parfaite, quoi. Ah bah, carrément. Bon. Bah, sur ce, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, même si maintenant c'est la chaîne commune, celle-là. Donc plutôt à ma chaîne Padu, qui n'est plus Padu Ring d'ailleurs, mais qui est Padu la chaîne maintenant. PADU, et à cette chaîne Padu Team. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos Twitter, à nos Blue Sky, à mon Instagram. N'hésitez pas à venir nous écouter quand on est en live sur le twitch.tv/paduteam, PADUTEAM, et à aller voir Position Revue sur internet. Et sur ce, on vous dit à plus et on vous remercie pour tous les dons, on vous remercie pour les abonnements et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus.